Anglaire, je compte, enfin, vous comptez jusqu'à 5. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être là et toutes mes excuses pour nos petits retards, mais comme vous avez compris, nous sommes dans une journée particulièrement bousculée. Et donc, je sors d'une réunion d'urgence avec les FMPS sur la livraison de nos amis de Pfizer, qui nous font un peu des misères. Voilà. Ceci étant dit, bienvenue et tous mes voeux ou tous nos voeux au nom de Leila Belkir et de moi-même pour l'année nouvelle. On va essayer de faire cette année la plus belle possible et pour cela, nous pensons que la campagne de vaccination qui a démarré dans toute la Belgique, et on va parler ici principalement de la région wallonne puisque c'est celle dont j'assume la responsabilité à la demande du gouvernement de la région wallonne. Mais je pense que ce que l'on va dire ici est extensible sans difficulté à l'ensemble du pays. J'ai seulement les chiffres que je vais vous présenter sont des chiffres de la région, puisque c'est ceux auxquels j'ai un accès direct. Alors peut-être rappeler en 2 mots que la campagne de vaccination que nous démarrons aujourd'hui en région wallonne s'inscrit dans une longue tradition de vaccination dans l'histoire de la médecine, puisque ça fait 2 siècles que les premières expériences ont au fond établi le principe et la cohérence du processus de vaccination qui reste valable aujourd'hui. Donc pour l'anecdote, première vaccination, si on peut l'appeler ainsi, faite par un médecin anglais, Edward Jenner, qui avait étudié une maladie de la vache qui s'appelle la vaccine et dont il avait observé que les fermiers, au contact de cette maladie, étaient bien protégés contre la variole et mouraient beaucoup moins de cette maladie qui faisait des ravages considérables en Europe à cette époque. Et donc, il s'est dit qu'il devait y avoir dans cette maladie de la vache quelque chose qui protégeait de la maladie humaine, de la variole humaine, et il a eu l'idée d'instiller une pustule de vaccine à un jeune enfant et de montrer qu'il était protégé de la variole. Et c'est de cette expérience qu'est né le nom de vaccination, du nom de Vacca la vache, et qui fait donc référence à cette maladie animale. Mais le père de la vaccination reste incontestablement Louis Pasteur. Pourquoi le père de la vaccination? Parce qu'il n'a pas, comme Jenner, profité d'une proximité biologique particulière, mais développé un concept tout à fait général en prenant le virus de la rage et en l'affaiblissant par des cultures successives de façon à disposer d'un microbe toujours capable de déclencher la réaction immunitaire sans tuer son hôte, puisque vous savez que le taux de mortalité de la rage est extrêmement élevé. Et il a l'occasion, suite à un événement particulier, il est consulté par une mère en pleurs qui lui amène son jeune fils mordu par un chien enragé et donc condamné. Et Pasteur, utilisant le long délai d'incubation de la rage, à peu près 2 mois entre la morsure et l'apparition des symptômes qui conduisent à la mort, utilise cet intervalle de temps pour immuniser le petit Joseph et le sauver. Et il installe, ce faisant, le concept de la vaccination, qui est donc un concept au fond assez simple. Les maladies infectieuses, nous en guérissons quand nous n'en mourrons pas. Nous en guérissons en développant des anticorps, en développant une réaction immunitaire basée sur des anticorps et sur une réponse cellulaire qui fait que lorsque nous sommes une nouvelle fois exposés au même agent infectieux, l'organisme se défend beaucoup plus vite et empêche la maladie de se développer. Donc la vaccination,
c'est mimer la maladie sauvage chez un individu pour qu'il se protège, pour qu'il déclenche sa réaction immunitaire, sans pour autant devoir passer par la case maladie et le protéger ainsi du microbe sauvage. Et depuis Pasteur, c'est une des grandes victoires de la santé publique à l'échelle de la planète. Vous avez ici une liste, mais qui n'est probablement loin d'être complète, des vaccins qui ont été développés depuis Pasteur, avec évidemment une grande victoire de la santé publique qui est la campagne d'éradication de la variole développée par l'OMS pendant la deuxième moitié du XXe siècle, en se basant sur cette particularité très spéciale de la variole qu'elle n'a qu'un seul réservoir, qui est le réservoir humain, et d'arriver à l'éradiquer complètement grâce à la vaccination. Annonce officielle le 8 mai 1980. La dernière épidémie de variole est une épidémie dans les années 70 en Inde, qui fera quand même encore 80 000 victimes en quelques semaines. Et nous avons presque oublié toute une série de maladies qu'on ne voit pratiquement plus grâce à la vaccination, que je pense au tétanos, à la diphtérie, bien sûr dans nos pays, rougeole, rubéole, oreillon pour les enfants. Vous savez qu'on meurt toujours, les enfants meurent toujours de la rougeole dans des pays moins favorisés que nous, qui n'ont pas la chance d'avoir systématiquement leurs enfants vaccinés, et on pourrait évidemment multiplier les exemples à l'infini, la polio évidemment, hein, dont j'ai encore quand même le souvenir comme enfant de voir des personnes clopinantes de séquelles de poliomyélite, qui est quelque chose qui a pratiquement entièrement disparu. Alors la deuxième notion que je voulais introduire avant de venir dans le vif du sujet, c'est de rappeler que l'impact en santé publique, le risque de mortalité pour une population n'est pas seulement dépendant de l'agressivité d'un microbe. Et pour l'illustrer, j'ai pris la comparaison de deux épidémies que je pense qui sont familières à tout le monde. D'une part, la grippe espagnole de 1918 et l'épidémie d'Ebola actuellement, depuis le début des années 2010, active dans une série de pays africains. Alors, il n'y a pas de doute sur la comparaison. La grippe espagnole est une maladie avec un taux de mortalité faible. 3% des personnes qui, en 1918, ont fait la grippe espagnole en sont décédées. Les 97 autres ont survécu. Alors que dans la maladie d'Ebola, la mortalité, alors elle diminue maintenant grâce au traitement, mais la maladie a une mortalité naturelle très élevée, on dit entre 60 et 90%. Et pourtant, la grippe espagnole a fait entre 50 et 100 millions de morts, la maladie d'Ebola 20 à 30 000. Et donc, il ne faut pas oublier la différence entre la contagiosité et ce qu'elle donne comme conséquence. Et donc, la vaccination, 2 secondes. Alors, nous avons perdu M. Englert pour quelques minutes, mais j'en profite donc pour vous dire que les présentations, enfin les PowerPoint que vous allez voir aujourd'hui, celui de M. Englert et celle de Mme Belkir, seront sur le site covid.avic.be, donc vous pourrez les redécouvrir à ce moment-là. Voilà, je vous recède la parole, M. Englert. Merci beaucoup. La vaccination donc contre la Covid-19 s'inscrit dans une longue tradition. Elle n'est pas différente. Elle paraît aujourd'hui très particulière parce que nous sommes exposés à une pandémie sans précédent et que le vaccin est construit et développé pendant la pandémie elle-même, ce qui est une prouesse remarquable sur laquelle on va revenir, mais qui fait que l'ensemble de ceci paraît très particulier. Et pourtant, c'est une vaccination contre une maladie virale appartenant à une classe de virus assez classique. La Belgique s'est inscrite dans une stratégie européenne. Je pense que c'est grâce à ça qu'on a des vaccins. Sinon, je ne suis pas sûr que notre petit pays aurait été prioritaire dans les négociations avec les firmes pharmaceutiques pour des livraisons. Mais évidemment, en étant installé dans un consortium des 27 pays européens,
nous avons eu notre part. Alors on s'en plaint, elle est trop petite, c'est sûr, mais elle est là et nous sommes en principe en tout cas, mis à la même sauce que les autres pays de l'Union européenne. Et vous savez que la campagne a démarré le 5 janvier 2021, d'abord dans les maisons de repos, et donc je suis heureux de pouvoir vous dire que fin de cette semaine, à part quelques maisons de repos qui ont dû être retardées ou qui ont demandé d'être retardées pour des raisons contingentes qui leur sont propres, l'ensemble des maisons de repos de la région wallonne auront eu tous une visite et une vaccination d'une première dose. Les résidents vaccinés en priorité l'ont été au-dessus de 80%. Et une partie du personnel a déjà été vaccinée. Nous revenons pour la seconde dose à partir du 25 janvier et à cette occasion-là, nous vaccinerons tous les membres du personnel qui souhaitent l'être. Et l'hésitation vaccinale étant en recul, nous sommes relativement optimistes. On commence à avoir les chiffres, on va pouvoir voir quel est le taux d'adhésion de ceux qui ont hésité au premier tour ou qui n'ont pas pu être vaccinés parce que le nombre de doses était, comme vous le savez, fort limité. Et nous avons démarré la vaccination du personnel de soins, personnel des hôpitaux et personnel de première ligne étant le deuxième groupe prioritaire en même temps que les institutions collectives de soins que nous démarrons la semaine prochaine aussi, sous réserve évidemment des hésitations multiples qui concernent les livraisons de vaccins, mais je pense qu'on va se débrouiller pour ne pas remettre en cause les stratégies de la semaine prochaine. Et puis, après cette vaccination très large du personnel de santé et des institutions collectives, nous allons basculer dans une seconde phase où, au lieu d'aller avec les vaccins vers les personnes à vacciner, on va inviter la population à partir de groupes prioritaires à venir dans des centres de vaccination pour être vaccinés, en commençant par les personnes les plus âgées, puisque vous savez que de tous les critères de risque, c'est l'âge qui est le critère le plus menaçant de faire une Covid sévère, de se retrouver aux soins intensifs ou d'en décéder. Ensuite, des personnes plus jeunes, mais avec des facteurs de comorbidité. Et enfin, ont été décidé par les ministres d'inscrire une sixième catégorie qui aujourd'hui n'est pas définie et qui fait couler beaucoup d'encre, qui seraient des priorités sur la base de fonctions sociales ou économiques essentielles, avant de basculer dans une phase 2 de la vaccination, qui est alors d'inviter l'ensemble de la population des adultes à se faire vacciner. Voilà ce même schéma réparti sur une ligne du temps. Phase 1A dans laquelle nous sommes maintenant, maison de repos, institutions de soins, personnel des soins de santé. Et puis une phase 1B dans laquelle ce sont les personnes qui vont aller dans des centres de vaccination en commençant par les 65+, et enfin une phase 2 qui concerne l'ensemble ou le reste de la population adulte. Les vaccins dont nous disposons aujourd'hui sont 2 vaccins à mRNA qui sont, on va largement vous en parler, et qui doivent être conservés dans une chaîne du froid assez exigeante. Elle n'est pas la même pour les 2 vaccins, mais elle est exigeante dans tous les cas. Et donc, c'est à partir d'hôpitaux qui stockent ces médicaments dans des pharmacies qui ont les capacités, les facilités nécessaires, que la livraison se fait sur le lieu de vaccination et que la vaccination peut avoir lieu actuellement dans les maisons de repos. Pour vous donner une idée, donc ça j'insiste, ce sont des chiffres pour la Wallonie.
L'ensemble du groupe des personnes prioritaires dans la phase 1A où on les vaccine sur site, c'est un gros 300 000 personnes. Le reste des personnes prioritaires à risque, c'est 1 million à peu près. Et l'ensemble de la population wallonne qui est ciblée par notre campagne de vaccination, c'est 2 800 000 personnes, puisqu'on exclut les enfants, en tout cas jusqu'à l'acquisition des données nécessaires, et nous escomptons en vacciner 2,2 millions. Si les livraisons de vaccins ne nous font pas trop de misère, on pourrait terminer l'ensemble de la campagne pendant l'été. C'est en tout cas sur ce calendrier-là que nous travaillons maintenant, tout en sachant que nous serons tributaires de la livraison des vaccins. Alors ceci redit la même chose sous la forme plutôt d'un calendrier par phase, par groupe de personnes à vacciner. Et la première ligne a été une longue liste un petit peu compliquée à arbitrer, mais qui représente quand même en région wallonne plus de 100 000 personnes qui vont être vaccinées prioritairement dans les semaines qui viennent. Pour vacciner cette première ligne de soins, on fera évidemment appel aux hôpitaux qui stockent les médicaments, aux hôpitaux qui accueillent depuis la semaine passée quelques doses de démarrage du deuxième vaccin Moderna. Les conditions, comme je vous l'ai dit, même si ces deux vaccins mRNA sont fort différentes, et donc pour éviter au maximum les confusions et les problèmes, nous avons décidé de ne pas mélanger dans les mêmes sites de vaccination les deux sources en distribuant le vaccin Moderna dans des hôpitaux qui, par définition, n'ont pas de stock de vaccin Pfizer. Et enfin, nous allons ouvrir 2 centres de vaccination ambulatoires majeurs qui vont pouvoir accueillir la première ligne de soins, qui va en même temps nous permettre de tester les conditions pratiques de fonctionnement de ces grands centres qui devront ensuite être généralisés. Alors voilà la carte qui vous montre la répartition des centres de vaccination pendant la phase de vaccination de la première ligne. Il y a tout un débat qui continue aujourd'hui sur l'endroit précis où ils vont se situer, chaque bourgmestre considérant que sa commune est évidemment le bon endroit pour en mettre un. Néanmoins, on a un schéma aujourd'hui qui ne bougera plus et qui permet de couvrir l'ensemble de la Belgique. Et c'est à partir de là qu'on peut souligner les 3 ingrédients assez simples mais essentiels d'une campagne de vaccination réussie. La première, c'est d'avoir un bon vaccin. Je vais donner la parole au professeur Belkir pour aborder ce point avec vous. Le second, c'est une communication qui suscite la confiance et l'adhésion. Et pour cela, vous êtes des partenaires cruciaux, puisque vous savez que toutes les enquêtes de confiance montrent que la population a confiance en priorité dans les soignants et dans les structures de soutien aux soignants, c'est-à-dire aussi dans les mutuelles. Et donc, nous faisons aujourd'hui beaucoup d'efforts de communication vers ces partenaires-là, non seulement pour les convaincre de se vacciner quand on parle de la première ligne, mais aussi pour espérer obtenir leur adhésion et donc leur participation à la conviction du grand public qui sera essentielle si nous voulons sortir de cette pandémie et retrouver un fonctionnement social plus humain. Je ne parle pas seulement du risque de mortalité, je pense aussi à toutes sortes d'autres risques, la perte de l'emploi, la déstructuration des rapports sociaux, l'isolement, j'en passe et bien d'autres, je ne dois pas vous faire un dessin.
Le troisième point, on vient de l'évoquer, c'est une accessibilité évidemment aisée à la vaccination elle-même, qui est le troisième critère, bien repris dans la littérature comme étant important pour avoir une campagne de vaccination réussie. Alors, les médicaments, en principe, nous devrions avoir largement assez de vaccins, puisque la Belgique en a préacheté à 5 firmes pour un total de, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire de plus de 26 millions de doses. Or, nous savons déjà que, outre les 2 premiers qui ont déjà passé l'enregistrement et qui sont disponibles depuis Moderna depuis une semaine en Belgique, que les résultats préliminaires des autres vaccins, dont d'ailleurs AstraZeneca est déjà autorisé en Angleterre, nous font penser qu'il y a peu de risques qu'ils échouent encore au niveau de l'examen de passage que représente l'Agence européenne du médicament. Mais les délais de livraison font que nous n'aurons des doses importantes qu'à partir probablement du mois d'avril, mais certainement juin en tout cas, et que donc c'est dans cette partie-là que nous avons mis les grands volumes de vaccination, puisque c'est là que nous aurons les grands volumes de vaccins. Voilà, j'ai déjà été trop long, je passe la parole au professeur Leila Belkir, qui est infectiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc et qui a montré ses talents de communicateur depuis le début de cette crise. Je la remercie chaleureusement d'avoir de nouveau accepté de consacrer un peu de temps à la région wallonne et je lui cède tout de suite la parole. Voilà, merci beaucoup. Et je vais, hop. Donc, je vais vous parler, vous vous en doutez, de la vaccination et j'avais fait aussi une petite introduction, mais Monsieur Angler a déjà bien rappelé quelques principes de base, donc ça va aller vite. Alors, concernant le Covid, la maladie en tant que telle, vous le savez, hein, donc ça a été quand même une dissémination mondiale et rapide dans une population qui, à la base, évidemment, n'était pas protégée, vu que c'est un nouveau virus. Ce qui est très, très particulier, en tout cas pour nous aussi, infectiologues, c'est que le tableau clinique est terriblement varié. Donc, ça va de la personne qui est tout à fait asymptomatique aux personnes qui ont juste entre guillemets, mais une perte de goût, d'odorat, aux personnes qui ont un petit syndrome grippal avec dans plus ou moins 15% des cas, des tableaux qui sont plus dramatiques avec cette fameuse deuxième phase inflammatoire et donc des gens qui arrivent à l'hôpital avec un tableau de pneumonie sévère qui nécessite de l'oxygène et qui malheureusement peuvent se compliquer, donc ce qu'on appelle de l'ARDS, des thromboses veineuses, artérielles, et ça entraîne le décès dans un faible pourcentage de cas, mais malgré tout, cela entraîne également les décès avec souvent des hospitalisations qui sont très longues. Un autre aspect que l'on découvre progressivement, c'est tout ce qu'on appelle le syndrome post-Covid. Et donc, on voit de plus en plus de personnes apparaître en consultation qui ont eu donc la pathologie soit dans les semaines, soit dans les mois qui ont précédé et qui restent à la fois fatiguées, parfois des troubles de la concentration, une persistance d'agueusie ou d'anosmie et puis de la dyspnée. Et donc, c'est toute une prise en charge en général qui est multidisciplinaire avec une revalidation. Et donc, ça a un impact aussi, et parfois, c'est vraiment des personnes qui sont en bonne santé. Vous le savez, l'enjeu majeur et ce qui a conduit à de nombreuses mesures, malheureusement, c'est l'enjeu de la saturation des hôpitaux, avec toutes les conséquences, comme l'a dit M. Angler, que l'on connaît, et j'en redirai quelques mots. Alors, la situation, bon, c'est une dia qui date de maintenant quelques jours, tout évolue vite, mais grosso modo, on sait qu'il y a eu déjà, à l'heure actuelle, malheureusement, plus de 2 millions de décès dans le monde. En Belgique, nous avons franchi la barre des 20 000 décès et plus de 50 000 personnes ont été hospitalisées. Je ne parle pas du nombre de cas parce que vous savez qu'il est très dépendant des critères de testing et que donc au début de l'épidémie, on ne pouvait tester que les personnes qui étaient sévèrement malades et qui nécessitaient une hospitalisation. Et puis ça a évolué au fur et à mesure du temps et maintenant les conditions de testing sont quand même assez larges. Alors,
que représente le Covid en termes de décès en Belgique par rapport aux autres maladies? Eh bien, vous voyez que pour l'année 2020, si on compare avec la moyenne des décès des années 2010 à 2017, eh bien, le Covid se situe en 3e position. Donc, en première position, on a tout ce qui est maladie plutôt de l'appareil circulatoire et donc cardiovasculaire. En 2e position, nous avons les tumeurs. Et puis vient le Covid, qui se situe quand même largement au-dessus de la 4e cause de décès, à savoir les maladies plutôt pulmonaires. Et donc, l'enjeu que nous avons à l'heure actuelle, c'est retrouver clairement nos libertés, permettre aux jeunes de reprendre une vie aussi qui est un peu plus quand même normale. Il y a beaucoup d'implications tant au niveau de l'enseignement supérieur où quasi tout se fait en distanciel qu'au niveau de l'enseignement secondaire, et donc de plus en plus de psychologues, de médecins traitants, de pédiatres alertent sur les conséquences psychologiques, et donc à juste titre. Il y a beaucoup de conséquences aussi, vous le savez, économiques, avec des gens qui ne peuvent toujours pas travailler. On pense en particulier au secteur culturel, l'Horeca qui est fermé, enfin bref. Donc vraiment, le Covid en tant que tel a sa propre morbidité et mortalité, mais les mesures liées au Covid, et c'est partout dans le monde, ont également des conséquences, et donc il faut en finir le plus rapidement. Et un des grands espoirs de 2021, c'est la vaccination. Alors là, je vais passer rapidement à la vaccination, M. Angler l'a rappelé, donc juste quand même garder en mémoire, c'est ce que je répète beaucoup aux personnes que j'ai l'occasion de côtoyer ici à l'hôpital, c'est que ça reste vraiment l'intervention de santé publique qui est parmi les plus efficaces et aussi qui représente le meilleur rapport coût-efficacité. J'entends parfois, et il y a, la semaine passée, une dame m'interpellait en disant « oui, mais quand on voit ce que vont coûter les vaccins, c'est quand même inadmissible ». Alors, on peut discuter sur le coût en tant que tel avec la firme, le bénéfice, etc. Mais au-delà de ça, même en prenant le prix à l'heure actuelle des vaccins, ça reste moins cher que simplement un test PCR. Pour rappel, un test PCR, c'est plus ou moins 48 €, qui dans la plupart du temps est payé et remboursé par l'INAMI. Donc voilà, tout ça, c'est un coût sociétal, et que c'est largement moins cher qu'une hospitalisation aussi. Donc vraiment, la vaccination, ça reste le meilleur moyen pour les épidémies, pour beaucoup de maladies infectieuses en termes coût-efficacité. Alors, vous le savez, si on ne voit plus de polio à l'heure actuelle, si on ne voit plus de variole à l'heure actuelle, si la coqueluche a diminué, s'il n'y a quasi plus de rougeole, tout ça, c'est grâce à la vaccination. Et un impact direct pour les soignants, c'est quand même de rappeler que non seulement les greffes pour hépatite fulminante, hépatite B, ça ce sont des données françaises, ont nettement diminué depuis l'instauration de la vaccination, mais les hépatites B professionnelles, vous voyez aussi que ça a drastiquement diminué depuis l'instauration de la vaccination. Et donc, c'est quelque chose qui est important et qui a un impact aussi sur la population de façon générale, mais également sur les soignants. Alors, pourquoi j'aime bien montrer aussi cette DIA ? Parce qu'on va revenir sur les effets secondaires, mais je voudrais rappeler, pour qu'on ait une idée du dénominateur, c'est que chaque année, et c'est vraiment chaque année, il y a plusieurs centaines de millions de doses de vaccins qui sont administrées. Vraiment, ce sont des centaines de millions de doses. Et parmi ces doses-là, il y a plus de 100 millions d'enfants qui reçoivent aussi des vaccins chaque année. Par contre, et ça c'est triste et il faudrait que les différents pays puissent avancer et faire bouger les choses, il reste quand même quasi 19 millions d'enfants qui n'ont pas accès à la vaccination, raison pour laquelle il y a encore chaque année des enfants qui décèdent, qui meurent de rougeole, alors que la rougeole est tout à fait évitable grâce à la vaccination. Alors, de façon très schématique, le vaccin Covid, eh bien, c'est quoi? Ça, c'est repris d'un médecin français qui a édité depuis maintenant plusieurs années des BD du nom de Vic Carabin, et je trouve que c'est bien fait. Donc, le coronavirus, il s'appelle Corona parce qu'il a, comme ses autres acolytes, j'ai envie de dire, une couronne qui est faite de protéine S. Et cette protéine S, c'est vraiment
une des clés de ce virus, c'est ce qui lui permet de rentrer dans nos cellules en se fixant sur un récepteur, mais c'est également cette protéine qui va enclencher toute la réponse immunitaire et les anticorps qui vont neutraliser le virus, eh bien, ils vont aller se fixer sur un site de cette protéine. Et donc, très rapidement, lorsque les différents labos, à la fois universitaires et d'entreprises pharmaceutiques, ont commencé la recherche sur la vaccination, ils se sont intéressés à cette protéine S. Et donc, de façon très schématique, pour les non-médicaux qui sont en train de m'écouter, le principe de la vaccination, c'est quoi? C'est d'aller présenter à notre système immunitaire quelque chose, que ce soit le vrai virus, mais qui a été tué, que ce soit une partie du virus, ici en l'occurrence c'est la protéine S, pour qu'ils puissent la reconnaître, pour qu'ils puissent se préparer à se défendre, pour que le jour où ils vont rencontrer en vrai, j'ai envie de dire, le virus, eh bien, ils reconnaîtront d'emblée l'ennemi, j'ai envie de dire, et donc ils pourront agir rapidement. Donc le principe de la vaccination, c'est vraiment ça, c'est de préparer notre système immunitaire pour que s'il rencontre l'agresseur, eh bien, il soit déjà prêt et que donc la réponse immunitaire soit très rapide, ce qui nous empêche alors de tomber malade. Alors, ce qui perturbe ici pour la vaccination Covid, eh bien, c'est comment a-t-on pu développer un vaccin si rapidement? On peut déjà dire qu'il y a eu réellement une course effrénée au vaccin, et ce, dès les tout premiers jours de l'épidémie, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, vous voyez qu'il y a déjà dans le monde plus de 40 millions de doses qui ont déjà été administrées. Et on voit maintenant apparaître dans ces données la Belgique qui a déjà administré plus de 100 000 doses. Et à l'heure actuelle, le pays qui a le plus vacciné proportionnellement à sa population, c'est Israël, avec 30% de la population ayant déjà reçu une dose au moins de vaccin, suivi des Émirats arabes unis. Et puis, on retrouve en 4e position la Grande-Bretagne. Vous savez que la Grande-Bretagne a commencé assez rapidement en décembre et c'est elle qui a vraiment entamé aussi sa course à la vaccination vu le regain de l'épidémie ici durant le mois de décembre et janvier. Alors, tout a été vite, d'une part parce que c'est une situation inédite avec donc fin décembre, on reconnaît qu'il y a donc un début d'épidémie, en tout cas de pneumonie d'allure virale. En janvier, on identifie le virus. Et ce qui a permis d'aller si vite, c'est que très rapidement, eh bien, le séquençage complet du génome, donc du matériel génétique du virus, a été partagé dans le monde, donc dans le monde entier. Et donc, tous les chercheurs des différents, continents, eh bien, ont pu avoir cette séquence complète du génome. Et comme il y avait déjà des études, il y avait déjà des essais vaccinaux pour d'autres coronavirus, dont le MERS et le SARS, eh bien, certains laboratoires ont pu rapidement mettre au point le vaccin, en tout cas un vaccin contre le SARS-CoV-2. Et donc, le premier essai clinique a débuté, vous voyez, très rapidement, donc 2 mois après l'identification du virus. C'est d'abord CanSino, donc en Chine, suivi de Moderna. Et Moderna, c'est un des vaccins que nous avons à l'heure actuelle. En juillet, la plupart des essais de phase 3 ont débuté. Je reviendrai sur les différentes phases tout à l'heure. Et donc, vous le savez, la suite de l'histoire, rapidement, le Pfizer autorisé par les Américains, puis l'Union européenne, et ensuite le Moderna. Et le 28 décembre, les premiers vaccins qui ont pu être administrés en Belgique. Alors, dans le contexte d'un développement d'un vaccin, d'habitude, lorsqu'on n'est pas en situation pandémique, lorsque l'on n'est pas pressé, eh bien, on va relativement lentement. Il y a toutes les phases que l'on appelle précliniques, où ce sont des tests sur, la plupart du temps, sur des animaux. Et puis, il y a ce qu'on appelle la phase 1, avec un nombre très restreint de personnes. Ensuite, la phase 2. Et puis la phase 3. Vous voyez que les différentes phases prennent un certain temps, pas tellement la phase en tant que telle, mais l'analyse des résultats.
la publication aussi des résultats. Et donc, c'est comme un train avec plusieurs wagons. On ne passe dans le wagon suivant que si on a clôturé complètement le premier wagon. C'est seulement lorsque la phase 3 se termine que l'on soumet un dossier en général de plusieurs centaines de pages aux autorités régulatrices, donc le FDA pour les États-Unis et le EMA pour l'Europe, qui en général prend le temps avant de donner une réponse, vous voyez 1 à 2 ans, et cela explique pourquoi le délai est si long, vu que c'est seulement lorsque les autorités donnent leur avis favorable que les chaînes de production débutent. Eh bien ici, ça n'a pas été le cas. Il y a eu non seulement une grande collaboration entre différents laboratoires, Pfizer, BioNTech, ce sont 2 laboratoires. Il y a AstraZeneca, Oxford, c'est le laboratoire AstraZeneca et l'université d'Oxford. Donc il y a eu une collaboration, un partage d'informations entre différents acteurs, j'ai envie de dire, de terrain. Et puis surtout, il y a eu énormément d'argent investi pour pouvoir accélérer, pour pouvoir lancer les chaînes de production. Et donc les phases se sont chevauchées. Donc concrètement, à partir du moment où des premiers résultats arrivaient, étaient favorables, où on voyait que voilà, on trouvait la dose, on savait qu'il n'y avait pas de toxicité, que donc on s'assurait de l'innocuité, et bien hop, on passait à la phase 2. Et pendant que la phase 2 était en cours, la phase 3 a pu débuter. Autre élément très important, il y a eu un système tout à fait unique qui fait que durant la phase 3, eh bien, tous les mois, et je dis bien tous les mois, les firmes devaient envoyer un rapport aux autorités, que ce soit la FDA ou l'EMA, pour vraiment analyser en continu tous les résultats qui arrivaient, à la fois en termes d'efficacité et à la fois en termes de toxicité. Puis il y a eu un certain risque qui a été pris, vu que les chaînes de production, je vous disais, ont commencé pendant les études. Et donc, lorsque l'étude de phase 3, en tout cas, lorsque les résultats ont été publiés, ici en l'occurrence c'est dans le New England, eh bien, tout était déjà accessible pour la FDA et pour l'EMA, et donc ils ont pu rendre un avis beaucoup plus rapidement. Et donc, le délai s'est fortement raccourci, vu que quasi en 10 mois, on a eu un vaccin mis au point et autorisé. Et donc, vraiment, il n'y a pas eu, en termes d'exigence sur la qualité, sur l'innocuité, sur la sécurité, on n'a pas lésiné par rapport à ça. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle que d'autres vaccins ont pris du retard, parce qu'il y a eu certains soucis, et que donc sur les centaines de débuts d'études qui ont commencé, pour l'instant, oui, il y en a 2, vraisemblablement AstraZeneca bientôt aussi, mais donc toutes les étapes de sécurité ont vraiment été respectées. Alors, autre chose, c'est qu'on parle beaucoup maintenant de nouvelles plateformes vaccinales. Donc, les techniques classiques pour faire un vaccin, c'est en général, on prend le virus, on prend la bactérie et puis on l'inactive, on la détruit pour qu'elle ne puisse pas se répliquer dans l'organisme. Ou alors, on prend, par exemple, des sous-unités, donc un morceau de la coque, si vous voulez. Ici, c'est différent. Les premiers vaccins qui sont arrivés et celui qui va suivre, a priori, AstraZeneca, c'est ce qu'on appelle des nouvelles plateformes vaccinales. Et on va surtout parler de la technique avec l'ARN messager, qui est une technique qui permet un développement à grande échelle et de façon assez rapide des vaccins. Alors, à l'heure actuelle, en compétition, j'ai envie de dire, on retrouve 4 types de vaccins. Les vaccins avec les vecteurs viraux, dont AstraZeneca, dont Johnson & Johnson, et c'est ce qui permet déjà à la Russie et à la Chine de vacciner avec leurs vaccins respectifs. Les vaccins à ARN messager, c'est le Pfizer, le Moderna et prochainement, normalement, le CureVac. Les vaccins contenant un virus entier, la plupart, ce sont des Chinois qui ont produit. Et puis, les vaccins avec des protéines. Et donc là, on attend l'association de Sanofi avec GSK. Hop. Voilà. Donc, on va surtout s'intéresser, nous, maintenant, à Pfizer et à Moderna, vu que ce sont les 2 que nous avons à l'heure actuelle en Belgique. Alors, le vaccin ARN, c'est important de bien comprendre parce qu'il y a énormément de vidéos, de choses qui circulent sur Internet et qui ne sont pas toujours... Enfin, il y a des choses très bien, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas correctes et c'est tout à fait difficile, je trouve,
pour les personnes qui n'ont pas accès forcément à certaines autres informations de s'y retrouver. Donc, un rappel, c'est que notre matériel génétique, à nous, les êtres humains, se trouve au niveau de ce qu'on appelle l'ADN. L'ADN, c'est vraiment notre livre de recettes. C'est ce qui permet de donner à nos cellules l'instruction de fabriquer, par exemple, de l'insuline lorsque l'on mange du sucre. C'est ce qui va indiquer pourquoi nos yeux sont bleus, ou nos yeux sont verts, ou nos yeux sont bruns. Donc, c'est vraiment un peu notre carte d'identité, notre livre de recettes qui est propre à chacun. L'ADN, il est bien protégé, il est situé dans ce qu'on appelle le noyau. Donc, toutes nos cellules comprennent ce qu'on appelle un noyau et un cytoplasme, qui est un genre de liquide dans lequel les petites usines qui vont fabriquer les protéines travaillent. Alors, lorsque l'ADN a un ordre, lorsque l'on veut fabriquer des protéines, eh bien, on va ouvrir le livre, on va prendre une page du livre, on va la photocopier, c'est ce qu'on appelle l'ARN messager. Et l'ARN messager que vous retrouvez ici va sortir du noyau pour aller s'accrocher à ce qu'on appelle les ribosomes et fabriquer les fameuses protéines. L'ARN messager sort du noyau, il ne peut pas rentrer à nouveau dans le noyau, donc il ne peut pas aller s'accrocher au niveau du livre, au niveau de l'ADN, c'est juste impossible. Vous ne savez pas refaire un livre avec des photocopies, sinon ça n'est pas la même chose. Et l'ARN est très fragile. Une des difficultés des vaccins ARN, et c'est la raison pour laquelle le Pfizer doit se congeler à -80, le Moderna à -20, c'est la fragilité. Et donc, il faut des conditions spéciales, en tout cas en termes de vaccination, pour qu'il ne soit pas détruit. Et dans le corps humain, eh bien, il est très rapidement dégradé. D'ailleurs, si vous injectez par erreur le vaccin, par exemple en intraveineux, eh bien, l'ARN va tout de suite être détruit. Donc, vraiment, il faut bien retenir ça. Il ne va rester que peu de temps dans notre organisme, ici en l'occurrence dans nos cellules musculaires, pour ensuite être détruit. Et donc, lorsque dans le vaccin, on va introduire cet ARN dans les cellules musculaires, l'ARN va directement aller au niveau de ces ribosomes. Les ribosomes vont fabriquer la protéine S, et lorsque la protéine S va commencer à être excrétée, eh bien, le système immunitaire va la reconnaître comme quelque chose d'étranger et donc va activer toute la cascade immunitaire avec les différents lymphocytes, la production d'anticorps, etc., etc. Mais donc bien retenir que c'est à l'extérieur du noyau que l'ARN ne peut pas rentrer dans le noyau et que l'ARN va se désintégrer rapidement. C'est une technique qui paraît nouvelle, mais il y a déjà eu des développements de vaccins ARN messagers pour le Zika, pour l'influenza, pour la rage, mais qui n'ont pas effectivement été commercialisés. Donc c'est facile, c'est rapide à produire à grande échelle, on peut l'adapter, on parle beaucoup des nouveaux variants et j'y reviendrai, mais donc si nécessaire, on pourrait adapter. Ça reproduit une réaction immunitaire qui est complète, avec à la fois les lymphocytes T d'un côté et à la fois les lymphocytes B qui vont produire les anticorps. Il n'y a pas, pour ceux qui craignent les adjuvants, même si a priori il ne faut pas les craindre, mais voilà, pour ceux qui craignent les adjuvants, il n'y a pas d'adjuvant et il n'y a pas, et ça vraiment c'est un message important, il n'y a pas d'interaction avec notre génome, avec notre ADN. Et donc maintenant, voilà, on arrive dans le vif du sujet. Nous avons 2 vaccins à l'heure actuelle qui sont disponibles en Belgique. C'est le Pfizer, c'est le Moderna. Et donc, vous voyez déjà que nous sommes à 95% d'efficacité versus 94% d'efficacité pour les 2 vaccins, en rappelant bien que ce sont des études différentes qui ont été menées sur des patients, des populations qui sont différentes. Et malgré cela, on arrive à des résultats qui sont similaires. Donc le Pfizer, il y a eu plus de 40 000 participants, dont la moitié a reçu un placebo, la moitié a reçu le vaccin. Donc 95% d'efficacité que vous voyez donc ici, c'est au fur et à mesure des jours, on voit le nombre de personnes qui développent la maladie dans le groupe placebo par rapport au nombre de personnes qui l'ont développée dans le groupe vaccinal. Et donc, on est à 95% d'efficacité et on a environ 40% des personnes qui avaient plus de 55 ans.
quand on regarde entre les groupes d'âge, entre les personnes qui avaient des facteurs de risque pour faire des Covid sévères, eh bien, on constate que l'efficacité reste la même. Pour vous donner une idée, le vaccin rougeole, rubéole, on est à plus de 97% d'efficacité, la polio, c'est quasi 99%, et la grippe, on fluctue entre 45 et 60%. Et pour la grippe, pour rappel, vous le savez, à chaque fois, ce sont des virus qui sont modifiés, qui sont différents, et donc c'est toujours un pari lorsque l'on développe le vaccin. Alors, en termes d'effets secondaires, la plupart des effets secondaires sont modérés, allégés. La plupart du temps, c'est des douleurs au niveau du site d'injection. Il y a environ la moitié des personnes qui vont ou se plaindre de fatigue ou de maux de tête ou parfois faire de la fièvre. Il n'y a pas eu d'effets secondaires graves. En tout cas, il y a eu 0,6%, je pense, mais aussi dans le groupe placebo que dans le groupe vaccin, donc ça n'est pas lié au vaccin, et ces symptômes modérés allégés ont une résolution rapide. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les personnes plus âgées, donc les personnes de plus de 55 ans, avaient moins de réactions, ce qu'on appelle la réactogénicité, et donc avaient une meilleure tolérance au vaccin. Maintenant, le Moderna, tout à fait le même principe. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir 2 doses à 21 jours d'intervalle, on est à 2 doses à 28 jours d'intervalle. Même chose ici, dans le groupe placebo, donc l'incidence cumulée d'événements par rapport au groupe vaccin. Là, on est à 30 000 participants, ce qui reste quand même énorme. Pour rappel, dans les autres études vaccinales, à part pour le pneumocoque, pour le Prévenard, on est entre 3 000, parfois 10 000, mais donc ici 40 000 dans une étude et 30 000 dans l'autre, c'est vraiment important. Ici, c'est un quart des patients qui avaient plus de 65 ans et 22%, donc un cinquième, qui avaient des comorbidités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelques données sur le portage. Donc 94% d'efficacité. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a eu 30 Covid sévères, mais aucun dans le groupe placebo. Et j'ai oublié de dire, dans l'étude New England également, il y avait 8 cas sévères, je pense, versus 1. En tout cas, beaucoup moins de cas sévères également dans l'étude pour Pfizer. Effets secondaires, c'est quasi similaire, donc des effets secondaires légers à modérés. La plupart du temps, c'est une douleur au niveau du site d'infection. Même chose, plus ou moins 50% des participants vont se plaindre ou de fatigue, ou de douleurs articulaires, ou de douleurs musculaires ou de céphalée. Et à nouveau, c'est plus fréquent si on est plus jeune. Donc ici, le cutoff était de 65 ans. Donc, ces 2 vaccins sont sûrs, sont efficaces, sont même très efficaces, et non seulement vont réduire le risque de développer un Covid, mais également de développer un Covid sévère. Or, ce sont les Covid sévères qui arrivent dans les hôpitaux, et ce sont eux qui ont engendré toute cette saturation des hôpitaux et qui ont nécessité toutes les mesures dont on a parlé précédemment. Alors, lorsque l'on est vacciné, après combien de temps peut-on estimer que le vaccin est efficace? On sait que les anticorps, ils apparaissent aux alentours du 10e, 12e jour, après la première dose, mais c'est vraiment maximal, environ 2 à 4 semaines après avoir reçu la 2e dose. Alors, il est important de parler des réactions allergiques, parce qu'on en a beaucoup parlé, surtout au début des campagnes de vaccination. Vous vous souvenez tous de quasi le lendemain ou le jour même du début de la campagne en Grande-Bretagne, ça faisait déjà les gros titres des journaux avec les réactions allergiques. Donc, on a un petit peu plus de données à l'heure actuelle. Ça reste rarissime, clairement, mais on avance avec le Covid, on en apprend vraiment tous les jours. Donc, il y a eu ce qu'on appelle des grosses réactions anaphylactiques qui sont survenues, donc à la fois aux États-Unis, à la fois en Grande-Bretagne et dans d'autres pays. On estime que l'incidence est à 11 pour 1 million de doses, que c'est vraisemblablement lié à une des nanoparticules qu'on appelle le PEG qui peut se retrouver également dans d'autres médicaments, dans certaines chimiothérapies. Donc c'est un événement qui était connu, ça n'est pas fréquent, mais c'est connu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ici, sur une petite série de 21 chocs anaphylactiques parmi 2 millions de doses administrées, eh bien,
un peu moins de la moitié des personnes avaient déjà des antécédents d'anaphylaxie. Donc, ça va avoir une conséquence sur la vaccination. Donc, il faut interroger les personnes avant qu'elles ne reçoivent le vaccin pour voir s'il n'y a pas de contre-indication. La durée moyenne d'apparition, c'est 13 minutes. Donc, la liste des ingrédients, j'ai envie de dire, des 2 vaccins est reprise ici. Donc, lorsque l'on interroge, et c'est ce que nous faisons maintenant à l'hôpital, lorsque l'on demande si les patients, les personnes, pardon, ont un antécédent d'allergie, eh bien, il est important de savoir, soit elles savent que c'est au PEG ou à un des composés ici, auquel cas il y a une contre-indication au vaccin. On peut éventuellement envisager ce qu'on appelle une désensibilisation qui se fait avec les allergologues. Soit les personnes décrivent une réaction allergique sévère, donc par exemple un œdème de Coinck après une piqûre de guêpe. Là, ça n'est pas une contre-indication parce que l'on sait à quoi était liée la réaction, mais ça veut dire que la surveillance devra être plus longue. Donc, après le vaccin, on surveille environ 15 minutes. Si on a un antécédent d'allergie sévère à autre chose que l'un des composés du vaccin, eh bien, on va surveiller pendant 30 minutes. Alors ça, on en a déjà parlé. Parmi les questions, et ça c'est important je pense, c'est les effets secondaires. Donc on parle tout le temps, et c'est ce qui circule aussi énormément sur les réseaux sociaux, on ne sait rien des effets secondaires à long terme. Alors, premier rappel, c'est que plus de 95% des effets secondaires dans les vaccins surviennent dans les 6 semaines. Donc, le recul des 6 semaines, on les a. On les a d'une part avec les études, donc les études qui ont débuté au mois de juillet, et maintenant, on peut même dire qu'on l'a avec la campagne de vaccination qui a commencé en particulier en Grande-Bretagne, vu qu'on est à plus de 6 semaines. Le risque théorique d'effets indésirables très rare et sévère. En général, pour les vaccins, on estime que c'est à 1 sur... Effectivement, ce risque existe, mais pour l'instant, il n'a pas été en tout cas observé au cours des essais cliniques. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'il y a une surveillance de toute façon qui est prévue, qui est légale, qui de toute façon se fait après chaque mise sur le marché de médicaments ou de vaccins, et que donc tous les pays ont mis en place un système de surveillance. Il y a ici un réseau européen et donc vous pouvez, et j'y reviendrai, aller déclarer les effets secondaires aussi rencontrés sur le site de l'AFMPS, soit en tant que patient, soit en tant que professionnel de la santé. L'AFMPS, on a beaucoup parlé de transparence et justement la plupart, enfin je pense quasi tous les pays se sont engagés à cette transparence, donc ici en Belgique, va éditer de façon hebdomadaire les effets secondaires qui ont été rapportés. Et ce qui sera très important, et ce qui est très important, c'est de faire un lien ou pas. Donc, on doit s'attendre à des décès de façon générale dans la population. Donc, il y a une estimation sur le nombre de décès par semaine que l'on a en fonction des différentes tranches d'âge. Et donc, ce qui sera important, c'est de voir s'il y a, comme cela s'est passé en Norvège, s'il y a des décès qui surviennent dans le décours de la vaccination. Ce n'est pas parce qu'il y a 2 événements qui se suivent qu'il y a une causalité entre les événements. Et donc, il faudra être vraiment prudent, et c'est ce qui est prévu. S'il y a des décès ou s'il y a des effets secondaires indésirables, il y aura un suivi, il y aura une enquête, en tout cas médicale, pour voir si on peut l'attribuer ou non au vaccin. Et alors, je voulais faire un petit rappel ici, parce qu'on parle toujours des effets secondaires tardifs qui sont des effets secondaires tardifs, comme s'il y en avait énormément. Mais en fait, quand on prend l'histoire de la vaccination, parmi les différents problèmes qu'il y a eu, il y a surtout eu dans les années 50 et 60 des incidents qui ont été liés aux vaccinations contre la polio. L'incident qu'on appelle le Cutter incident qui est lié à la firme qui produisait des vaccins. C'était des vaccins à partir de virus vivants atténués et donc il y a eu dans les années 50 une erreur de préparation. Donc ça n'est pas vraiment que le vaccin était bien préparé et qu'il a induit un effet, c'est qu'il y a eu des virus vivants dans différents lots de vaccins et donc ils ont effectivement inoculé malheureusement la maladie. Ça a permis d'adapter ou en tout cas de commencer
à essayer d'avoir un meilleur système de contrôle et de régulation, mais dans le même temps, il y a eu également une contamination d'un lot de vaccins par des virus simiens, donc qui provenaient de cellules rénales de singes, et donc ça, évidemment, depuis lors, ça n'est plus survenu. Donc, aucun vaccin à l'heure actuelle ne contient ces fameux virus. Et donc, ça, ce sont vraiment des gros couacs malheureux dans l'histoire de la vaccination, mais qui sont liés à des contaminations, à des erreurs de préparation. Dans les années 70, on a beaucoup parlé de la vaccination contre la grippe porcine et du syndrome de Guillain-Barré. Tous les cas ont été revus, il y a eu différentes études qui ont été faites et donc le lien de causalité n'a pas été démontré. Même chose avec la campagne de vaccination contre l'hépatite B et la sclérose. Donc de nouveau, il n'y a pas eu de la sclérose en plaques, pardon, il n'y a pas eu de causalité démontrée. On a parlé d'un syndrome de Guillain-Barré après la vaccination contre le méningocoque. À nouveau, ça a été revu par des comités indépendants. Il y a eu différentes publications qui ne montrent pas de lien. Et donc, à l'heure actuelle, les deux seuls effets, en tout cas un prouvé et un qui est suspect, c'est la vaccination avec un des vaccins rotavirus qui depuis lors a été retiré du marché et qui donnait des problèmes au niveau du côlon chez des petits enfants, et les cas de narcolepsie qui ont été décrits chez un certain nombre de personnes vaccinées par le Pandemrix après la grippe H1N1. Donc ça a d'abord été décrit en Suède, il y a eu quelques cas décrits également en Finlande, et donc à l'heure actuelle, voilà, dans les pays nordiques, il y a eu en effet quelques cas, ça ne s'est pas retrouvé, l'incidence n'a pas été augmentée dans les autres pays, et donc le CDC américain estime qu'il n'y a pas de causalité établie. On peut quand même mettre le bémol en sachant que, ok, il n'y a probablement pas de lien, si ce n'est qu'il y a quand même un signal dans les pays nordiques, mais donc une des hypothèses, est-ce qu'au niveau pharmacogénétique, est-ce qu'au niveau des HLA, il n'y aurait pas eu une réaction à ce niveau-là? Mais donc ça, on n'a pas encore la réponse. Tout ça pour dire que sur les centaines de millions, et c'est pour ça que je vous parlais de ce chiffre, de doses administrées chaque année en termes de vaccins, on peut dire que il n'y a pas d'effet secondaire tardif, hormis ce dont je vous ai décrit. Et donc, il faut à un moment donné, c'est bien de l'histoire, je dis de façon générale, c'est toujours bien de se rappeler l'histoire avant de faire parfois certains pronostics. Et donc, on a une histoire de la vaccination qui est sûre et il n'y a pas lieu de tout d'un coup s'imaginer que pour les nouveaux vaccins Covid, certes, ils ont été produits plus rapidement, on puisse s'attendre à des catastrophes. Donc, je crois qu'il faut pouvoir un peu temporiser. Alors, on ne peut jamais dire jamais en médecine, je suis bien d'accord, mais a priori, rappelons-nous que plus de 95% des effets secondaires surviennent dans les 6 semaines. Donc ça, j'en ai parlé. Alors, quelques questions autres rapides, c'est si on est malade, est-ce qu'on peut faire vacciner? Ben là, je vais répondre que c'est un peu comme pour tous les vaccins. Si on a une maladie fébrile aiguë, eh bien, on va attendre, simplement parce que le système immunitaire se défend déjà contre autre chose. Donc, on ne va pas encore aller, entre guillemets, l'embêter avec un vaccin. Si on est en train d'avoir le Covid, eh bien, il est recommandé d'attendre au moins qu'on ait passé la durée d'isolement, c'est-à-dire minimum 14 jours. Une question qui est très fréquente, c'est si j'ai eu le Covid, dois-je me faire vacciner? Alors, je vais répondre en deux temps. Est-ce qu'il y a un risque? En tout cas, non. Il y a eu dans l'étude Moderna environ plus de 2% des patients qui avaient déjà des anticorps positifs. Si on est en train de faire le Covid, ben donc on attend évidemment la durée de l'isolement. Alors, on peut voir les choses sous deux angles. Soit on se dit, je l'ai déjà fait, donc effectivement, je ne suis pas prioritaire. Les cas de réinfection sont très rares en déant les 3 mois. On sait que l'immunité nous protège normalement pour minimum 6 mois. Donc oui, on peut se dire, si on a fait un Covid en octobre et qu'on est par exemple soignant, eh bien qu'on peut attendre pour se faire vacciner. Néanmoins, tout le monde n'est pas au courant de son statut immunitaire. Tout le monde n'a pas de dosage au niveau des anticorps. Et la vaccination aura comme effet de faire ce qu'on appelle un effet booster. Vous savez que notre système immunitaire est stimulé tous les jours par différents antigènes. Et le principe même d'une vaccination, lorsqu'on doit refaire des rappels de vaccination pour le RRO, pour le tétanos, c'est rappeler notre système immunitaire pour qu'il reproduise les anticorps nécessaires à la protection. Donc oui, on peut se faire vacciner.
Les personnes qui ont des anticoagulants ou qui ont des troubles de la coagulation, il n'y a a priori pas de contre-indication à faire quand même une intramusculaire. Le vaccin n'a pas été étudié en sous-cutané, il doit se faire en intramusculaire. Donc, soit les patients sont sous Synthron, on va vérifier l'INR, soit ils sont avec les nouveaux anticoagulants oraux. Là, il y a un conseil qui provient plutôt d'avis d'experts en hémostase, d'attendre et de ne prendre le médicament que 3 heures après l'injection. Il faut veiller à prendre une aiguille qui est un peu plus fine et surtout bien comprimée pendant au moins 2 minutes, en sachant qu'au niveau du deltoïde, il y a peu de risques, mais donc il faut comprimer un peu plus longtemps. Alors la question chaude, c'est la grossesse. Pourquoi je dis la question chaude? Parce que les pays ne sont pas d'accord entre eux. Donc d'un point de vue théorique, il y a peu de risques que les vaccins ARN messagers représentent un quelconque risque. Pourquoi? Ça n'est pas un vaccin vivant. Je vous l'ai dit, l'ARN va être dégradé rapidement. Il va surtout servir à produire cette fameuse protéine S. Par contre, on a démontré que les grossesses étaient quand même également un facteur de risque pour le Covid. On n'avait pas vu ça au début de l'épidémie. Ce sont des données qui sont d'abord survenues aux États-Unis et puis qui ont été confirmées dans d'autres pays. Donc, il faut vraiment mettre ça en balance. Dans les essais cliniques Pfizer et Moderna, il y a eu des grossesses inattendues. Les vaccins n'ont pas été étudiés spécifiquement pour les grossesses, mais il y a eu des grossesses inattendues. Et donc, les Américains, qui pourtant sont très prudents de façon générale, assez procéduriers, eh bien, le CDC, donc les instances de maladies infectieuses et la Société des obstétriciens, eh bien, sont plutôt favorables à la vaccination en disant que s'il y a un quelconque risque, si on est soignant, s'il y a d'autres facteurs de risque, en tout cas, ils ne la contre-indiquent pas, ils sont plutôt en faveur. Par contre, les Français ont une position qui est beaucoup plus tranchée, qui est de dire ça n'a pas été étudié, donc on contre-indique, et ils font la même chose pour l'allaitement. Ça va vous paraître paradoxal, mais c'est comme ça. Il y a parfois des décisions qui sont tout à fait arbitraires. Ce même CDC qui recommande, ou en tout cas qui encourage la vaccination s'il y a le moindre risque, préconise d'attendre 2 mois pour les personnes qui désirent entamer une grossesse mais qui ne sont pas enceintes. Je ne sais pas d'où vient le 2 mois, je vous avoue, parce que même pour les vaccins vivants atténués, eh bien, on n'attend pas 2 mois. On estime qu'il y a une virémie après 10 jours et donc en général, on recommande d'attendre plutôt 1 mois. Mais donc voilà, je vous le mets parce que c'est ce qui est préconisé, en tout cas dans les recommandations américaines. Les maladies auto-immunes, même chose, il y a toujours une crainte que le vaccin stimule la réaction immunitaire et inflammatoire, mais à nouveau, à chaque fois qu'il y a eu des suspicions, ça n'a pas été confirmé. Et donc, si une maladie auto-immune est bien stabilisée, eh bien, il n'y a pas de contre-indication à la vaccination. Même chose pour les patients immunodéprimés. La crainte plutôt que l'on a, c'est que la réponse au vaccin soit peut-être un peu moindre, qu'elle soit moindre que donc 94 ou 95%. Et puis, pour un petit peu terminer, pourquoi dit-on qu'il faut 70% en tout cas de personnes immunisées pour protéger une population? Donc, ça se calcule en fonction de ce qu'on appelle le R0, donc la capacité qu'a une personne infectée par un virus à aller contaminer d'autres personnes. Donc, pour le SARS-CoV-2, le R0 est entre 2 et 3 plus ou moins. Pour vous donner une idée, la rougeole, c'est à 18, donc c'est vraiment une maladie qui est très, très, très contagieuse. Et donc, il a été calculé pour un R0 aux alentours de 2, 3, qu'il fallait 70% des personnes qui soient immunisées pour que si une personne malade, eh bien, qu'elle ne puisse plus, si vous voulez, contaminer d'autres personnes parce que la circulation du virus, eh bien, va être bloquée, va être ralentie. Et pour rappel, pour la rougeole, il faut plus de 95% de la population immunisée pour empêcher la circulation du virus. Alors juste, oui, quand même, ceci, combien de temps? On ne sait pas. On ne va pas mentir, hein. Donc les vaccins, les études de phase 3 ont commencé au mois de juillet, nous ne sommes qu'au mois de janvier. Ce que l'on peut dire pour la protection vaccinale, c'est qu'elle fera a priori aussi bien, si pas peut-être mieux que la protection naturelle. À l'heure actuelle, les dernières données que nous avons, ce sont un papier qui est sorti il y a plus ou moins 15 jours, on sait que l'immunité est d'au moins 8 mois, donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Et en tout cas, si on booste avec une deuxième dose, on peut extrapoler, estimer que la réponse vaccinale permettra d'avoir une immunité qui soit relativement longue. Certains immunologues avancent 1 an, voire même 2 ans. Alors, si on n'a reçu qu'une seule dose, il y a plus ou moins 50% de protection de façon globale, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que si on dépasse le J14, donc si on avance dans les jours, eh bien, il y a déjà plus ou moins 90% de protection vaccinale. À nouveau, de façon assez perturbante, mais plutôt rassurante, c'est le même chiffre que l'on retrouve chez Moderna. Donc, après 15 jours, on est à plus ou moins 90%, mais on n'a pas d'idée sur la durée, vu qu'il n'y a pas cet effet booster. Alors, pour les variants, très rapidement, on parle beaucoup des différents variants. Donc, un variant, c'est quoi? Ici, c'est la protéine S, on va dire, normale. C'est une réaction immunitaire normale avec différents anticorps qui vont être produits et qui vont donc avoir pour but, les anticorps neutralisants, d'empêcher que le virus ne puisse s'accrocher à notre récepteur. Quand on a un variant, eh bien, c'est quand il y a des petites modifications au niveau de la protéine S. La protéine S n'est pas complètement modifiée, elle a juste différents endroits qui sont un peu modifiés. Et donc, d'un point de vue théorique, on peut se dire que, OK, même s'il y a peut-être une des sortes d'anticorps qui ne va plus pouvoir s'accrocher parce qu'elle ne va pas reconnaître cette différence, on produit d'autres anticorps qui, eux, vont pouvoir assurer, entre guillemets, le job. Alors, pour le variant anglais, donc il y a une des mutations où ça a été étudié et où, de façon assez rassurante, on a pris du sang, du sérum de personnes qui ont été vaccinées, on les a mis avec des virus qui étaient mutés, et donc là, on s'est rendu compte que l'efficacité, la capacité de neutralisation était très bonne. C'est un peu différent pour le variant sud-africain, où là, il y aurait une petite perte quand même en qualité, mais ça ne veut pas dire que le vaccin n'est plus efficace du tout, loin de là. Pour rappel, mais les données évoluent, je vous le disais, tous les jours, quasi. Il y a les anticorps, c'est le reflet de l'immunité, mais il y a aussi tout ce qui est immunité cellulaire, les lymphocytes, qui vont également être stimulés par la vaccination. Donc, c'est trop tôt, en tout cas, pour tirer la conclusion que les vaccins ne seront pas efficaces. Voilà, je vais stopper le partage et donc je vous écoute s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup, professeur Belkir. Nous avons encore un petit quart d'heure, pas beaucoup plus, pour rester dans les temps. Alors, je vais voir, il y a déjà 33 questions qui sont venues dans la liste, donc je vais essayer de... voilà, des gens qui nous saluent. En cas d'allergie à certains composants du vaccin ou d'incompatibilité liée à une maladie chronique existante, y a-t-il moyen de stipuler que l'on ne veut pas tel ou tel vaccin? Et si oui, quelle procédure? Alors, en termes de procédure, voilà, ça, je ne sais pas. En tout cas, nous, ce que je peux vous dire à l'hôpital, c'est que on a un petit... Donc, avant que chaque personne ne se vaccine, elle doit répondre à un questionnaire, en particulier sur les antécédents allergiques. Et donc, il est clair que si on a le moindre doute sur une réaction allergique sévère, donc on n'est pas dans le cas d'une éruption cutanée, il faut vraiment qu'il y ait un antécédent d'allergie sévère à un des composés. Et bien donc, nous, ici, on s'est arrangé, j'ai envie de dire, on a convenu avec nos allergologues que les personnes aient un rendez-vous en allergologie pour vraiment essayer d'aller préciser le type d'allergie. Et donc, soit, alors on peut proposer 2 choses, soit il y a une urgence à être vacciné pour X ou Y raison, et donc là, il y a moyen de faire ce qu'on appelle une désensibilisation. Donc, on administre progressivement des doses de façon progressive sous surveillance médicale. Ça prend longtemps. En général, les gens sont hospitalisés une journée. Soit, effectivement, on se dit, on attend le prochain vaccin, par exemple l'AstraZeneca, qui est différent. Donc, voilà. Exact. Donc, peut-être pour compléter,
il est clair qu'à partir du moment où il y a une allergie à un vaccin, et donc dans la description, on insiste sur le fait que ce n'est pas n'importe quelle allergie, ce n'est pas parce qu'on est allergique à certains aliments ou à certains produits cosmétiques qu'on est allergique au vaccin, c'est vraiment sur les constituants eux-mêmes, et donc l'allergie en tant que telle n'est pas reprise comme une contre-indication, mais bien l'allergie à des composants du vaccin. Et effectivement, si on a une personnalité allergique importante, ça vaut la peine de préciser évidemment avant de se lancer, mais il y a quand même une recommandation de ne pas tomber dans l'excès inverse et de refuser de vacciner toute personne qui aurait été dans sa vie allergique à quelque chose. La question aujourd'hui du choix du vaccin ne se pose pas parce qu'on n'a pas de choix. À partir du moment où les choix vont arriver, il est clair que ce sera une façon de faire. Et j'en profite peut-être pour prendre d'emblée une question qui va un peu ensemble. Est-ce que la vaccination passera d'office par des centres de vaccination? Je dirais qu'il passera d'office par une vaccination centralisée, par une planification pour toute cette campagne de vaccination d'ici l'été. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'organisera pas, par exemple, la capacité d'aller vacciner chez elle des patients qui auraient une incapacité de mobilité, mais une vraie incapacité de mobilité. Alors les raisons sont multiples. La première, c'est que les vaccins vont être pendant toute cette année 2021 des denrées rares qu'il va falloir gérer en bon père de famille, d'autant plus que les conditionnements resteront des conditionnements multiples. Et je ne parle évidemment pas des conditions de conservation qui ne seront pas aussi sévères pour les vaccins suivants, comme le docteur Belkir l'a rappelé. Néanmoins, ceci est une période transitoire. On peut imaginer que dès 2022, d'abord, il y aura une autre génération de vaccins, très probablement. Je ne suis pas du tout sûr que ce seront les mêmes qui seront offerts en 2022 en fonction de l'évolution, de la progression de ceux qui sont dans le pipeline. Et d'autre part, on peut imaginer très facilement que l'on ira vers une vaccination en dose individuelle et qu'à ce moment-là, chacun d'entre nous, avec son médecin traitant, décidera de se faire vacciner, se verra prescrire le vaccin que son médecin considérera le plus adapté à son profil, parce qu'il n'est pas certain aujourd'hui que tous les vaccins auront un profil équivalent, par exemple une efficacité chez les personnes âgées, etc. Et donc, on évoluerait vers une situation un peu, je dirais, banale ou standard. Aujourd'hui, on est dans une vaccination de masse pour lutter contre une pandémie. On est donc dans une situation très particulière. Là, devons-nous toujours respecter les gestes barrières après la vaccination, quid d'une attestation pour voyager? Ah bon, l'attestation pour voyager, ça, je n'ai clairement pas la réponse. Je pense que ça va être... on sait déjà que l'Australie a annoncé, en tout cas, qu'elle serait très stricte. Ça va vraiment être des politiques, je pense, de pays. Voilà, donc ça, moi, je n'ai pas plus d'informations à l'heure actuelle. Par contre, pour les gestes barrières, c'est une question qui revient souvent. Donc, Moderna a quand même montré, dans un sous-groupe de patients, ils ont frotté de façon systématique et donc il y avait quand même parmi les porteurs asymptomatiques, moins de porteurs asymptomatiques dans le groupe vacciné que dans le groupe non vacciné. Après une dose. Pardon ? Déjà après une dose. Ça n'a pas été fait après les 2 doses, je pense. Non, tout à fait, c'est juste. Mais donc, on peut espérer clairement que non seulement le vaccin va réduire l'apparition de maladies, c'est le but premier, mais que ça va réduire aussi le portage. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et donc, l'enjeu, il est là, c'est qu'il va y avoir à un moment donné dans la population des gens vaccinés, des gens qui ne sont pas vaccinés, peut-être des personnes fragiles qui n'auront pas encore été vaccinées. Et donc, on ne va pas pouvoir, je pense, en tout cas, du jour au lendemain, lever tous les gestes barrières. Mais le but, c'est que oui, à un moment donné, on puisse reprendre quand même une vie normale. Hein. Enfin, je veux dire,
au-delà de la saturation des hôpitaux, je pense que tout le monde est fatigué et qu'on a toutes et tous envie de reprendre une vie où on peut revoir ses amis, sa famille, où on peut se promener effectivement aussi sans masque. Donc, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, mais le but de ce fameux 70%, c'est ça, c'est que le virus ne circule plus, ou en tout cas à un niveau très bas, que ce soit tout à fait gérable par la société de façon générale, par les hôpitaux, et que donc on puisse reprendre une vie normale. Alors, quand et comment seront vaccinés les travailleurs des centres de planning? Ils sont donc dans la phase 1 à 4, puisqu'ils sont listés parmi les personnes appartenant aux structures de soins, et il n'y a pas de critères différentiels en fonction du fait que les gens sont salariés indépendants. Nulle part dans notre campagne de vaccination, donc dans les maisons de repos, dans les hôpitaux, le personnel est vacciné indépendamment de son statut, je dirais, administratif dans l'institution. Nous avons même obtenu de la médecine du travail d'accepter de vacciner des personnes qui sont sous, par exemple, des contrats de sous-traitants qui dépendraient théoriquement d'une autre médecine du travail que celle qui ferait la vaccination, puis vous savez qu'en maison de repos, le personnel est vacciné par la médecine du travail. Les retards de l'administration risquent-ils de perturber l'administration de la deuxième dose en maison de repos? Non. Donc ça, enfin ici je parle pour la région wallonne, mais je suis très sûr que c'est la même chose dans les autres régions. On a été très attentif à garder toujours une sécurité pour ne pas mettre en danger la seconde dose. Est-ce que la vaccination pourrait devenir obligatoire? Certainement pas dans le cadre de la campagne actuelle. Maintenant, nous n'avons pas de boule de cristal pour l'avenir. Je sais qu'un certain nombre de gens, un certain nombre d'employeurs d'ailleurs, d'employeurs de maisons de repos ont fait des déclarations en ce sens. Il y a quand même une réglementation très claire en ce qui concerne le droit du travail. Et vous savez qu'en Belgique, il n'y a pratiquement plus de vaccination obligatoire et à la polio. Il est vrai qu'on peut écarter pour une question de risque de santé pour un travailleur d'un poste de travail, mais pour ça, il faut qu'on ait d'abord démontré que l'adaptation du poste de travail n'est pas possible. Donc, c'est quand même très encadré. Je serais très prudent avant de suivre ce que certains employeurs ont voulu mettre sur la table. Et en tout cas, je pense que ce n'est pas imaginable dans le cadre de la lutte contre la pandémie actuelle. Et donc, je pense qu'il faut rester très clair. C'est une vaccination volontaire et gratuite, telle qu'elle a été décidée par la conférence des ministres de la Santé. Est-ce que le personnel des mutualités sera considéré comme une fonction sociale économique essentielle? Je passe là, on n'a absolument pas entamé ces discussions et à titre personnel, je pense qu'il vaudrait mieux vacciner massivement sur la base de l'âge que de faire des sous-catégories compliquées dans cette phase de la vaccination. La task force n'a même pas engagé la discussion sur ce point et c'était déjà très controversiel entre la police et les enseignants pour prendre un débat qui a été déjà très chaud et qui est évidemment très symbolique. Est-ce que le vaccin... Pardon, Léla, tu voulais intervenir? Non, je voyais qu'il y avait encore des questions avec... Le vaccin sera payant? Non, le vaccin est gratuit, ça veut dire que c'est la collectivité qui paye, mais donc pour la personne vaccinée, il n'y a pas de frais. On parle du vaccin à une dose, peut-être juste deux mots. Donc oui. Les Pfizer et Moderna, ce sont des vaccins dits à ARN. Les deux autres qui vont arriver, en tout cas a priori d'abord l'AstraZeneca et puis peut-être le Johnson & Johnson, c'est ce qu'on appelle des vecteurs viraux. Donc on prend un virus
Pour l'AstraZeneca, c'est un adénovirus donc qui donne un rhume, mais du chimpanzé. Et pour le Johnson & Johnson, c'est un adénovirus humain, mais donc qui ne sont pas capables d'induire une maladie chez l'homme, mais qui vont contenir aussi une partie du matériel du SARS-CoV-2 pour produire à nouveau cette fameuse protéine S. On n'a pas encore les résultats de la phase 3, si je ne me trompe, de Johnson & Johnson. Je ne pense pas que ce soit déjà publié, mais c'est vrai que dans leur phase 1-2, ils avaient un très haut taux d'anticorps. Je pense quasi 100% des personnes à plus de 50, après le 50e jour, pardon, avaient des anticorps, et donc peut-être en effet qu'il pourrait ne s'administrer qu'en une dose. Mais voilà, c'est encore tôt. Par contre, l'AstraZeneca, c'est aussi 2 doses. Et alors, par rapport aux symptômes du Covid, donc il y a eu des associations entre des atteintes plus sévères et les groupes sanguins de type A, ou dit différemment, les groupes O avaient apparemment moins de Covid sévère, mais ça ne veut pas dire enfin voilà, oui, on a constaté ça, probablement que c'est vraisemblablement pour des raisons peut-être génétiques et immunitaires, mais ça ne veut pas dire qu'aucune personne avec un groupe O ne va avoir d'atteinte sévère, et inversement, ça ne veut pas dire que toutes les personnes de groupe A développent des Covid sévères. Donc, pour le Covid, au plus le temps avance et au plus on voit, il y a les facteurs de risque classiques que l'on connaît, l'obésité, l'hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires. Il y a une étude, d'ailleurs, où Erasme a participé récemment, qui a montré aussi que 15% des personnes qui avaient des formes sévères et qui n'avaient pas justement ces facteurs de risque-là avaient soit des anticorps contre l'interféron, soit un défaut d'interféron. Donc l'interféron, c'est une molécule qui agit au niveau de l'immunité avant, entre guillemets, tout le reste. Donc il y a beaucoup de facteurs encore probablement qu'on ne connaît pas et qui permettront, je suppose, d'expliquer à un moment donné pourquoi certains patients, parfois plus jeunes, font des formes tout à fait sévères alors qu'ils n'ont pas les facteurs de risque. Donc il reste encore de nombreux mystères qui entourent le Covid. Je reste peut-être sur les questions de vaccination. Je vois qu'il y a des questions sur le test de dépistage, tout ça. Je pense qu'on peut peut-être rester sur le sujet. Alors, comment on va identifier les personnes avec un BMI élevé? Donc, il y a un groupe de travail à l'interfédéral qui travaille sur ces questions, et d'ailleurs, les mutualités sont une des voies qui est étudiée pour certains groupes, entre autres ceux qui prennent des médicaments qui permettraient d'identifier un diabétique, un hypertendu, etc. Mais il y a des choses qui sont compliquées, dont celles que vous évoquez, et je n'ai pas encore vu les conclusions du groupe de travail dans ce domaine. Bien entendu, il y a une partie des données qui sont proposées d'être extraites du dossier informatisé des médecins généralistes et qui pourraient permettre d'approcher un certain nombre de ces personnes. Comme je vous l'ai dit, je pense que la discussion sur le fait de travailler simplement par vaccination, par tranche d'âge, n'est pas close aujourd'hui, aussi pour des raisons de confidentialité médicale et de simplicité. Alors, la vie normale avec le nombre de gens vaccinés, je pense qu'on y a répondu. Oui, alors je pense que j'ai répondu sur les médecins généralistes qui connaissent les patients, sont une des pistes ou une des pistes combinées qui est suivie pour l'identification des gens à risque. Vaccination à domicile ou navette pour les personnes qui ont des difficultés de mobilité, oui, on y travaille. Certaines personnes déjà vaccinées ont quand même été testées positives. Et là, donc effectivement, dans des maisons de repos, on a évoqué ce point dans la semaine qui a suivi la première vaccination, d'avoir des personnes qui sont tombées malades, pas seulement testées positives, mais développé la maladie, évidemment. Mais donc, oui, parce que ça, comme je le dis, après une dose de vaccin,
grosso modo, il y a 50% d'efficacité, sauf si on se rapproche, donc après 2 semaines, on est à 90%. Mais si des personnes sont vaccinées au moment où elles sont en période d'incubation, donc au moment où elles ont été, voilà, par exemple, on est samedi, je suis en contact avec quelqu'un qui est malade et je me fais vacciner le mardi, ben, il faut minimum 6-7 jours pour commencer à développer les symptômes. Ben, je vais développer mes symptômes peut-être le jeudi, vendredi, mais j'aurais été vaccinée le mardi, ou le lundi, mais peu importe. Mais donc, le vaccin n'aura pas encore eu le temps de faire son effet. Donc, clairement, il va y avoir des gens qui vont quand même être malades après avoir eu une dose de vaccin. Mais le vaccin, parce que ça, j'ai déjà eu la question, ne va pas donner de faux positifs en termes de test PCR. Hein. Donc, il faut bien... on ne vous injecte pas, entre guillemets, du virus qui va se retrouver dans les voies respiratoires. Donc, il n'y a pas de faux positifs de test PCR après le vaccin. Et alors, il y a une question intéressante. Quels sont les 3 arguments majeurs à mettre en avant pour encourager? Ben, voilà, M. Anglais peut répondre, mais moi, je trouve que on voit bien que personne ne s'en sort. Enfin, je veux dire, on peut regarder l'état du monde. Quand ça va mieux dans un pays, ça dérape dans l'autre pays. Tout le monde balbutie, essaye. Il y a eu différents confinements. On relâche, on resserre. Donc, on ne va pas pouvoir tenir encore longtemps comme ça. Les hôpitaux ont été soumis quand même à une grosse pression. Enfin, toute la population a été soumise à une grosse pression. Et donc, si on veut pouvoir à un moment donné s'en sortir, il faut qu'il y ait un maximum de gens qui soient immunisés et pour ça, il faut la vaccination. Et donc, quand on dit qu'on se vaccine pour soi, oui, voilà, moi je me suis fait vacciner vendredi, a priori, j'espère ou ne pas développer quand j'aurai mes 2 doses le Covid ou si je le développe, avoir une forme tout à fait modérée. Maintenant, je ne suis pas dans les personnes les plus à risque. Mais on vaccine aussi pour jouer un peu ce jeu de l'immunité collective. Et ça, c'est vraiment important. Je crois que la vaccination, on le sait, de façon générale, c'est pour soi et pour les autres. Et on le voit très bien avec la rougeole. Hein. Vous savez que si on a de nouveau des cas de rougeole en Belgique depuis quelques années, c'est parce qu'il n'y a plus assez de personnes qui sont vaccinées et donc il n'y a plus cette fameuse immunité collective nécessaire pour empêcher complètement un virus de circuler. Oui, je pense qu'il y a peut-être entre l'argument de se protéger soi-même et l'argument de revenir à une vie normale, je trouve qu'il y a 2 arguments. Alors, ça fait 4 et pas 3, mais c'est pas grave, vous pouvez choisir lesquels. Je pense qu'il y a quand même, il y a eu quand même une solidarité très forte avec le personnel des soins de santé et la vaccination, indépendamment de l'immunité collective, va soulager la pression sur les hôpitaux et sur les soins de santé. Parce que ça, c'est assez clair que les maladies sévères vont diminuer de manière significative. Et je vais en profiter pour répondre à la question sur pourquoi les personnes de plus de 80 ans à domicile ne sont pas aussi prioritaires que les maisons de repos. D'une part, parce que la mortalité est beaucoup plus élevée en maison de repos, non pas que les personnes d'âge équivalent seraient plus fragiles en institution, mais que la circulation, les épidémies locales dans les institutions sont particulièrement, font circuler le virus de façon particulièrement aisée par rapport à quelqu'un qui serait chez lui à la maison. Et donc, ce n'est pas qu'il est moins fragile par rapport à la maladie, mais que la probabilité d'être pris dans un cluster, dans un groupe épidémique, est incomparablement plus élevée en maison de repos. L'autre point, qui est évidemment plus opérationnel, c'est que c'est plus compliqué d'aller vacciner des gens individuels, plic-ploc à gauche et à droite, et que donc en termes de rapidité, quand on a peu de vaccins, la vaccination des collectivités paraissait une des façons de réduire le plus vite les foyers d'infection. Mais c'est clair que la priorité sur l'âge, quand on dit les 65 ans et plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de priorité pour ceux de 80 ans et plus, et puis de 70 ans et plus, et plus de 65, et puis, etc., etc. Le troisième argument que je voulais développer, qui est un argument qui peut être quand même plus sensible pour les jeunes, c'est qu'on ne peut pas seulement penser aux effets du Covid, et je pense que Léla l'a rappelé plusieurs fois, en termes de mortalité et d'hospitalisation. Il y a des dégâts
de santé publique colossaux en termes de santé mentale, en termes de développement des jeunes à l'adolescence, à la jeune vie adulte, l'accès à la vie sexuelle, à la vie relationnelle, qui est handicapé, et bien entendu les pertes d'emploi sont d'autres points qui peuvent sensibiliser un certain nombre de groupes dans la société, peut-être plus que la mortalité, en ayant le sentiment qu'ils ne sont pas, eux, particulièrement menacés de ce point de vue-là. Et donc, voilà, je pense qu'il y a une dimension, il y a des dimensions dans l'argumentation qui doit être différentielle en fonction des publics, me semble-t-il, autour toujours de ces valeurs-là. Efficacité des vaccins sur le variant brésilien. Tu as parlé du britannique, du sud-africain, je ne suis pas sûr. J'ai pas vu de données sur le brésilien. Il y a encore une autre mutation sur ce variant-là. Donc, enfin, quelque part, on ne peut pas aller plus vite que le temps. Moi, je suis déjà surprise qu'on ait déjà des études si rapides sur ces deux variants-là. C'est des petites études, mais donc, alors oui, c'est une source quand même d'inquiétude. Bon, on l'a pas encore, le variant brésilien. Pour l'instant, en Belgique, il y a le britannique et le sud-africain. D'où l'importance aussi, et peut-être que ça, c'est encore un argument, un cinquième, c'est qu'il faudra qu'on vaccine rapidement, le plus possible de monde, tant qu'on n'a pas... En tout cas, le variant britannique, on est rassuré, c'est pour le sud-africain, où voilà, il commence à y avoir des petits doutes, mais ça n'est pas confirmé. Et alors, par rapport à la question au niveau international, une question de M. Évrard qui dit comment, par qui sera financé l'accès, ça je ne sais pas, mais n'est-il pas illusoire de protéger les habitants des pays riches? Clairement, il faut pouvoir protéger tout le monde. Ça, je pense qu'au niveau de l'OMS, c'est clair, mais pour le financement, oui, je ne sais pas. Mais donc, il y a une initiative internationale de financement des vaccins pour les pays moins favorisés. Il y a le prix extrêmement bas du vaccin AstraZeneca en cette première vague de vaccination qui a été imposée par l'Université d'Oxford, de le faire payer au prix coûtant. Et il y a déjà des vaccins produits en Inde, des vaccins locaux à des prix adaptés, je dirais, au contexte. En outre, comme je l'ai dit tantôt, nous avons a priori acheté plus de vaccins que les doses dont nous aurons besoin. Et il y a déjà eu des discussions préliminaires qui nous autoriseraient, en tout cas juridiquement, à céder ces vaccins à des initiatives vis-à-vis de pays économiquement plus faibles. Donc il y a des pistes, mais il est évident qu'aujourd'hui, ce sont les pays riches qui s'arrachent les rares doses de vaccins disponibles. Ne soyons pas ni aveugles ni hypocrites. Alors, on va devoir arrêter parce qu'on a largement dépassé le temps, mais je voulais peut-être répondre encore à deux questions. Léla, AstraZeneca, on pose la question, est-ce qu'il y a déjà des données sur la diminution de la transmission qui serait assez bonne avec l'AstraZeneca? Est-ce que tu as vu des données dans ce domaine? Je pense qu'eux aussi, ils ont étudié sur le portage, mais là, il faudrait que je relise précisément pour ne pas dire de bêtises, mais je suis quasi sûre qu'ils ont vu qu'il y avait une diminution aussi du portage. Mais donc, ça, si vous voulez, je peux aller rechercher et renvoyer la réponse. Ça vaudrait la peine parce que c'est une question qui revient souvent, qui veut dire qu'il y a un certain nombre de gens qui ont vu passer quelque chose, en tout cas. Oui, mais donc je vais aller relire. Alors, les autres vaccins mRNA n'ont pas été mis sur le marché, me semble-t-il, pour deux raisons essentielles. D'abord, ils pourraient l'être, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été jusqu'aujourd'hui qu'ils ne le sont pas. Il y en a beaucoup qui sont il y en a plus. Moi, j'ai recherché, j'ai trouvé un article où il y en a une quinzaine en expérimentation à différents niveaux. C'est évidemment beaucoup plus lent parce qu'il n'y a pas du tout la mobilisation économique pour aller très vite. Et d'autre part, il y a un obstacle quand même majeur qui est la chaîne du froid et qui ici est surmonté parce qu'on veut les vaccins et on les veut tout de suite, mais qui dans la commercialisation de vaccins
je dirais dans la vie normale, si on peut dire les choses comme ça, est quand même un sérieux obstacle. Déjà la chaîne du froid à 2 degrés, quand on est en Afrique, pour ceux qui ont travaillé savent que c'est loin d'être un détail, mais alors moins 80, c'est évidemment très serré. Voilà, je crois qu'on doit arrêter, on n'arrivera pas au bout des questions, mais on a un FAQ sur le site de l'AVIC. Les vidéos sont mises sur le site de l'AVIC. J'ai vu qu'il y avait des questions sur le fait de faire des vidéos pour le grand public. C'est dans le pipeline. La firme qui va faire ces éléments pour la région wallonne a été sélectionnée ce matin. Et donc, le travail va commencer. Nous ne souhaitions pas faire de grandes campagnes de promotion vers le grand public à un moment où la vaccination ne leur serait pas accessible. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de convaincre les gens. Et puis, quand ils sont convaincus, de leur dire, ben, vous savez, on n'a pas de vaccin pour vous maintenant, il faudra revenir dans 3 mois. Et donc, on essaye de synchroniser notre campagne de sensibilisation et d'information avec les vaccins disponibles. Un grand merci, Dr Belkir. Avec plaisir. Un grand merci à vous tous et tous d'avoir été avec nous. Et on va en sortir. Et on compte évidemment pas mal sur vous, sur les mutualités, pour nous aider à convaincre, à informer et à convaincre, parce que je pense que les deux choses vont de pair. En tout cas, une bonne après-midi à toutes et à tous. Au revoir. À bientôt.